Résistants, bonsoir. Je voudrais aujourd'hui m'inscrire en faux contre une phrase de Mélenchon qui dit que la viande cachère et halal est aussi bonne que les autres. Non, monsieur Mélenchon, la viande cachère et halal n'est pas aussi bonne que les autres, et cela pour 3 bonnes raisons. La toute première, ce sont les risques sanitaires liés à la consommation de viande abattue selon le rite halal ou cachère. Un vétérinaire du Sud-Ouest, il y a déjà quelques mois, avait attiré l'attention des consommateurs et des pouvoirs publics sur les risques liés à la viande, notamment quand elle n'est pas assez cuite. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Alain de Peretti qui est vétérinaire rural dans le Sud-Ouest. Monsieur de Peretti, bonjour. Bonjour. Si on vous interroge aujourd'hui, c'est dans l'optique de notre enquête sur le halal. Aujourd'hui, on insiste à une surenchère permanente dans l'industrie du halal. Abattoirs, grande distribution, épicerie. On a l'impression que tout le monde souhaite faire du halal et faire les yeux doux à une communauté qui est de plus en plus importante, qui est la communauté musulmane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'abattage halal et dans quelles conditions sanitaires cet abattage est réalisé dans les abattoirs quand ça n'est pas de façon sauvage? Alors, l'abattage halal consiste à sacrifier l'animal, puisque c'est un sacrifice, qui rappelle le sacrifice d'Abraham. L'animal est tourné vers la Mecque, donc le sacrificateur prononce des paroles sacramentelles, et il égorge l'animal de façon très très importante, puisque il sectionne l'ensemble du cou pratiquement jusqu'aux vertèbres. Je m'excuse des détails, je vais être obligé de donner des détails un peu scabreux. Donc l'animal étant conscient, puisque ça fait partie des nécessités du halal, l'animal ne peut pas être étourdi préalablement, et j'y reviendrai tout à l'heure, ce type d'égorgement entraîne des problèmes concernant l'aspect sanitaire qui sont absolument incroyables dans une époque où justement on a mis en avant comme principe absolu le principe de précaution. Alors justement, les ardents défenseurs du halal, de plus en plus souvent relayés par les leaders de la grande distribution, en plus de l'argument religieux, vantent les mérites sanitaires du halal. Ainsi, la viande halal serait une viande plus saine et donc meilleure pour notre santé. C'est un joli argument commercial, mais est-ce que cela tient-il la route? Alors, non seulement ça ne tient pas la route, mais c'est un mensonge éhonté, puisque justement, parmi la réglementation sanitaire qui s'est améliorée, de toute façon, même dans nos pays, lorsqu'on abattait les animaux sans les étourdir, c'est ce qui se passait autrefois, on ne les a jamais égorgés de cette manière-là. On a toujours pris soin de ne pas couper la trachée et l'œsophage. Parce que, pourquoi? Alors, je vais expliquer, je vais être un petit peu technique dans cette affaire-là. Lorsqu'on abat un animal, pour le faire mourir, qu'on l'étourdisse ou qu'on ne l'étourdisse pas, donc je ne rentre pas dans l'aspect protection animale, et je n'y rentrerai jamais, puisque d'autres s'en chargent, comme la Fondation Brigitte Bardot. Lorsqu'on est pour faire mourir l'animal, on le saigne. On le saigne parce que une bonne saignée conditionne une bonne conservation, un bon aspect sanitaire de la viande. Donc, lorsqu'on saigne cet animal, on prend la précaution de ne pas inciser ni la trachée, donc c'est-à-dire le tronc respiratoire, ni l'œsophage, parce que lorsqu'on le fait, on a des régurgitations qui se font c'est-à-dire que le contenu de l'estomac passe à l'extérieur. Comme l'animal continue à respirer puisqu'il est toujours vivant, tant qu'il n'a pas complètement perdu son sang, donc le contenu de l'estomac est inspiré dans les poumons, c'est-à-dire qu'on voit qu'il peut y avoir des contaminations profondes. On comprend tout à fait de façon très, très facile qu'il peut y avoir des contaminations de la viande. Et en plus, troisième facteur qui est à l'encontre du halal, le stress particulièrement important qui précède la mort, entraîne une chute
totale des défenses de l'organisme et un passage donc dans le sang, de tous les germes qui sont maintenus, justement, les germes notamment qui sont dans l'intestin, qui sont maintenus à distance, qui ne peuvent pas donc pénétrer dans l'organisme, sont maintenus par le système immunitaire. Donc on a, au moment de l'abattage halal, une contamination, des risques de contamination profonde de la viande. Hein, d'autant plus que l'animal mettant plus de temps à mourir que dans l'abattage classique, parce que du fait du stress, il y a une vasoconstriction, c'est-à-dire les vaisseaux qui se contractent sous l'effet de l'adrénaline. Hein, donc la viande saigne moins rapidement et l'animal met beaucoup plus de temps. Et donc tout l'ensemble de ces phénomènes entraîne des risques de contamination de la viande. La meilleure preuve, c'est que il y a donc depuis quelques années une réglementation européenne qui a précisé justement les conditions sanitaires de l'abattage en spécifiant bien noir sur blanc que lors de la saignée, l'animal ne devait pas être l'œsophage et la trachée artère ne devaient pas être sectionnés. Donc c'est pas pour rien, c'est pour des questions c'est bien pour des questions sanitaires. Vous savez que l'Europe est très à cheval sur les questions sanitaires. Hein. C'est le principe de précaution qu'on a élevé pratiquement quelquefois de façon excessive, mais en l'occurrence se targuer d'un aspect sanitaire supérieur du halal, c'est totalement délirant. Et depuis la fameuse émission sur le halal sur Envoyé spécial, les langues se délient. Effectivement, on apprend un petit peu partout qu'il y a de gros risques sanitaires. C'est ainsi qu'il y aurait des risques d'infection par Escherichia coli, une bactérie que l'on trouve notamment dans les steaks hachés. Deuxième bonne raison de ne pas consommer halal. Est-ce qu'on peut imaginer de façon tout à fait normale de consommer la viande d'un animal qui s'est débattu pendant 10 à 20 minutes dans des souffrances terribles avant de mourir? Est-ce qu'on peut imaginer que la viande va être tendre, va être de bonne qualité et qu'il n'y aura pas de toxines venues du stress ou de la souffrance animale? Monsieur Poujol, notre éleveur bio, nous disait clairement qu'il se dépêche d'être de très bonne heure à l'ouverture des abattoirs pour que ces bêtes soient tuées en premier, avec étourdissement, pour que justement elles ne se stressent pas de comprendre qu'elles vont mourir en voyant toutes les bêtes qui passent, en entendant les cris, en sentant l'odeur de la mort. Troisième bonne raison, il va falloir cesser l'hypocrisie. Depuis des lustres, on nous bassine avec la nourriture. Il paraît qu'on est ce que l'on mange et que ce que l'on mange va faire de nous des êtres atteints ou pas de cancer, des êtres bien ou pas dans leur corps, des êtres bien ou pas dans leur tête. Et tout à coup, manger halal serait anecdotique. Combien de petites fromageries, combien de petites entreprises ont été obligées de fermer à cause des problèmes d'hygiène, parce qu'elles ne pouvaient pas investir dans les appareils sophistiqués, coûteux, nécessaires pour être sûres qu'il n'y ait pas d'infection. Énormément. Or, quand il s'agit des possibilités d'infection liées à E. coli, à cause de l'abattage actuel, d'un seul coup, il n'y aurait plus de problème. On nous dit qu'il faut manger bio, sans sucre, sans sel, végétarien. Le décret sur la nourriture dans les cantines de fin septembre 2011 prévoit même que l'on ne puisse plus mettre à disposition de sel, de peur que les gens mangent trop salé, etc. Mais on n'aurait pas le droit de se nourrir selon son éthique qui interdise de manger de la viande d'un animal qui a souffert longuement avant de mourir. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent par rapport à nos exigences alimentaires modernes? Peut-on se regarder dans une classe et se dire que l'on participe délibérément, voire à l'insu de son plein gré si on ne boycotte pas les viandes dont on ne connaît pas le système d'abattage, à une souffrance animale gratuite qui pourrait être évitée? Peut-on accepter une bonne fois pour toutes le halal ou le kasher pour toutes les mauvaises raisons qui nous sont données? Peut-on accepter cela au nom d'abord d'une croyance moyenâgeuse? Comme l'a dit Fillon, des pratiques d'abattage halal et kasher datées devraient être abandonnées au nom de la modernité.
Merci Fillon. Merci pour cet accès de sincérité, cette absence de langue de bois. On ne se fait pas d'illusions sur l'intérêt électoral qui fait que depuis 5 ans, on a fermé les yeux et Fillon le premier sur l'abattage rituel au contraire. Et cette espèce de prise de conscience depuis que Marine Le Pen, susceptible de prendre des électeurs à Sarkozy, a ouvert les yeux d'un certain nombre de Français. Mais peu importe, c'est quand même la réalité. On rappellera au passage que David Boubaker lui-même, le recteur de la mosquée de Paris, a dit qu'a priori, rien ne s'opposait à ce que les bêtes tuées selon le rite halal puissent être étourdies auparavant, puisque cela ne tue pas les bêtes, ça les endort simplement. On se demande bien pourquoi, depuis des années, il ne se bat pas pour que ce soit efficace, pour que ce soit effectif. On a l'impression, une fois de plus, comme pour les prières dans la rue, qu'il s'agit là encore une fois d'une volonté d'occuper politiquement la scène, d'imposer le halal, d'imposer une spécificité, une séparation entre les musulmans et les autres. Alors, dans les autres raisons qui nous sont données pour justifier le halal, on a évidemment la rentabilité économique, et là, on décernera le pompon, bien sûr, à Moscovici, le directeur de campagne de Hollande, qui nous dit que, bien sûr, Sarkozy stigmatise les musulmans de France. Quand on ne veut pas que les animaux souffrent quand on les tue, on stigmatiserait ceux qui mangent de la viande comme ça. C'est quand même peu cohérent. Et voilà ce que dit Moscovici. Quand on mange halal ou quand on mange kasher, on ne mange pas la totalité d'une bête. Et si on l'étiquette à ce moment, c'est comme si on la découpait en tranches et qu'on faisait perdre des revenus considérables aux agriculteurs. Ce ne sont pas les agriculteurs qui perdent de l'argent, ce sont les consommateurs musulmans et cachers qui devraient payer beaucoup plus cher leur viande si toute la partie qui n'était pas envoyée actuellement dans le secteur conventionnel était perdue, tout simplement. Mais à eux de savoir si leur pratique mérite cet effort financier ou pas. Et ça n'est pas aux autres de manger halal sans le vouloir, sans savoir, et en payant une dîme aux mosquées en plus. Ça n'apparaît nulle part dans toutes les réponses des hommes politiques au phénomène halal. Personne ne veut entendre parler de cette dîme qui est pourtant payée effectivement aux mosquées. Forcément, puisque la troisième bonne raison de défendre le halal pour nos hommes politiques et nos gouvernants, c'est bien sûr l'électoralisme. La volonté de prendre des électeurs ou de ne pas en perdre, c'est parfois la même chose. Alors certains ont peur de froisser les musulmans et les juifs. C'est le cas par exemple d'un Benoît Hamon, le porte-parole du PS, qui juge complètement insupportable, lui aussi, la stigmatisation dont sont victimes les musulmans, et il déplore bien entendu que Nicolas Sarkozy agite la prétendue menace de l'islam sur la société française. Qu'en est-il de la réalité du halal? Qu'en est-il de la souffrance des animaux? Qu'en est-il des risques sanitaires? Qu'en est-il de la dîme payée? Silence radio, il ne faut surtout pas parler de ce qui gêne quand on s'appelle Benoît Hamon et quand on est au PS. Nos politiques peuvent avoir peur, tout simplement, des réactions des professionnels de la filière viande, comme Moscovici. Ils peuvent avoir peur de froisser leurs amis, les frères musulmans du Maghreb, par exemple, ou bien ceux du Qatar, ou bien ceux d'Arabie Saoudite. C'est sans doute le cas d'un Juppé qui nous dit « J'ai déjà dit que le choc des civilisations n'était pas une tasse de thé. Je pense que le problème de la viande halal est un faux problème en réalité, qu'il y a d'autres vraies questions qu'il faut se poser. » Autrement dit, c'est comme Moscovici, c'est comme Benoît Hamon. Pour Juppé, il ne faut surtout pas parler de ce qui gêne et qui risquerait effectivement d'amener les Français à se poser la question de l'islam, de sa place et de ses effets dans notre société. Nos politiques, bien sûr, défendent le halal tout simplement aussi par idéologie, par envie de voir une société multiculturelle, diversifiée, de voir l'islam se développer dans notre pays, pour le désir de voir installer cette fameuse nouvelle civilisation chère à Martine Aubry. C'est le cas d'un Hollande qui, lorsqu'on lui parle du halal, se contente de dire qu'il est attaché à la liberté de culte. La laïcité, en définitive, c'est la protection de la liberté de conscience et de religion. Pour Hollande, puisqu'il y a religion, puisqu'il y a croyance, puisqu'il y a prescription, il faut que le halal existe, mais il ne faut surtout pas se poser de questions sur le reste.
On reconnaît bien la Hollande qui ne veut surtout pas se mouiller, qui ne veut surtout pas prendre de dispositions. On peut s'attendre, s'il était élu, à ce qu'il fasse de grandes réunions avec les représentants des cultes, avec les responsables de la filière professionnelle, pour qu'il décide de ne rien faire, bien entendu, puisque on entend bien le point de vue officiel du PS avec un Benoît Hamon, avec un Moscovici, qui sont surtout ne pas stigmatiser les musulmans. La réaction de Mélenchon va dans le même sens. Pour Mélenchon, non seulement, comme je l'ai dit au début, la viande, qu'elle soit halal ou pas, c'est la même chose, elle a le même goût, mais il va même jusqu'à montrer un déni de réalité qui dépasse l'entendement. Qu'est-ce que c'est que le halal pour Mélenchon? Il y a une prière avant pour s'excuser, mais ce n'est pas une affaire de religion. Ah bon? Ça n'est pas une affaire de religion? Alors pourquoi est-ce qu'on nous l'impose au nom de la liberté de culte et au nom d'une dérogation pour une question de culte? Et il y a simplement une prière. Il n'y a pas d'étourdissement, mais ce n'est pas grave pour Mélenchon, puisque ça concerne les musulmans, ils ont tous les droits. Il faut un sacrificateur musulman, mais ça n'est pas grave, il n'y a pas de discrimination à l'embauche pour un Mélenchon. Et le sieur Mélenchon d'ironiser. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, pas des abattoirs et de l'État. Alors quand il y a des subventions aux écoles catholiques, il en fait des crises épouvantables, on pourrait lui dire de la même façon, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, pas des écoles et de l'État. Mais non, pour Mélenchon, dès que ça concerne l'islam, il n'y a plus aucun problème. Il n'y a pas de problème de religion. Mélenchon va même jusqu'à prétendre encore une énormité en disant que jusqu'en 1960, tout le bétail était abattu comme il est actuellement dans le rite halal. Ce qui est complètement faux. Avant 1960, les bouchers tuaient avec une balle leur animal. Ils n'étaient pas égorgés comme ça. Alors bien sûr, à part Marine Le Pen qui a eu le courage de dénoncer le scandale halal, suite au reportage d'envoyé spécial, on a Fillon, dont j'ai parlé, on a Sarkozy, qui d'un seul coup a découvert le scandale de l'abattage halal qui n'était pas étiqueté. On a Guéant qui a insisté à juste titre sur les dangers du vote des étrangers qui pourraient effectivement imposer les repas halal un peu partout. On ne pourra que s'étonner et se désespérer de voir que tous ces gens-là ont eu le pouvoir, tout le pouvoir pendant 5 ans, et qu'ils n'ont absolument rien fait pour s'attaquer aux racines du mal. Au contraire, puisque Frédéric Lefebvre, le secrétaire d'État au commerce, a osé répondre en juin 2011, le gouvernement français n'est pas favorable à la résolution du Parlement européen de 2010 qui introduit un amendement visant à la mise en place d'une mention obligatoire de l'abattage sans étourdissement. Un tel étiquetage serait susceptible de stigmatiser aux yeux des consommateurs des pratiques d'abattage ayant des fondements relatifs à la liberté religieuse. Lui aussi. D'ailleurs, dans la même lignée, le maire, le ministre de l'Agriculture, a osé mentir de façon éhontée pour prétendre que seulement 14% des bêtes étaient abattues selon le rite halal, quand son ministère même en dénonce 51%. En fait, le vrai problème, c'est que tous ces gens-là meurent de frousse qu'il y ait un étiquetage. Parce que s'il y a un étiquetage halal ou kasher sur les viandes, il y aura inévitablement et obligatoirement un boycott de ces viandes. Et dans ce cas-là, la viande halal et kasher sera bien plus chère parce que les parties que les musulmans et les juifs ne consomment pas ne pourront pas être recyclées. Et ça fera monter le prix des bêtes. Une fois de plus, il y a trahison de la res publica, de l'intérêt public, de l'intérêt commun. Pour préserver une certaine clientèle électorale, pour se préserver idéologiquement, la classe politique tout entière privilégie une minorité qui se replie sur ses traditions, sur ses exigences communautaristes, aux dépens de l'ensemble de la nation, aux dépens de l'ensemble des consommateurs et aux dépens des lois. Je rappelle que obligatoirement, puisque plus de 50% des viandes consommées viennent d'abattage rituel, ça veut dire que plus de 50% des viandes achetées permettent des rentrées d'argent dans les mosquées. Ça veut dire que dans les cantines publiques, on achète de la viande halal sans savoir et qu'on paye sans savoir une dîme aux mosquées. On fait manger de la viande halal à ceux qui n'en veulent pas
pour préserver ceux qui ne veulent que du halal et qui sont une infime minorité, qui pourraient manger chez eux, se débrouiller, devenir végétariens, ne pas manger de viande. On est en train de bouleverser le paysage français, on est en train de changer la France en profondeur, parce que changez ce que vous mangez et vous ne serez plus le même. Vive la République, vive la France et à mercredi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux. Ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez.